Bonjour à tous, donc je suis Karine Vérel, élue URPS pour les Pays de Loire et je suis pharmacien d'officine installée à Saint-Nazaire. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire donc santé environnementale, mieux comprendre pour agir à l'officine autour de la périnatalité. Ce webinaire est organisé entre l'URPS et avec la Mutualité française des Pays de Loire, dont je laisserai les intervenantes se présenter. Très rapidement, en fait, je voulais vous dire que l'URPS, dans le cadre de ses missions de santé publique, est de plus en plus impliquée sur la thématique de la santé environnementale et l'éco-transition. Donc, à ce sujet, nous avons un travail avec l'assurance maladie concernant la modélisation d'une éco-officine via un outil numérique qui vous sera envoyé début 2026. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants. Un chat est à votre disposition et un replay sera disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Nous le mettrons en ligne après la visio. Je laisse la parole à Brunhilde Duhaut pour la Mutualité française. Bon webinaire Merci. à tous. Merci beaucoup, Karine. Donc, merci à l'URPS Pharmacie et à l'ARS aussi Pays de la Loire qui nous aide à monter aussi ce webinaire au travers de financement. Donc, je suis Brunhilde Duhaut, donc responsable projet à la Mutualité française Pays de la Loire. Donc, la Mutualité française, c'est quoi? C'est la fédération des mutuelles à but non lucratif de France. Et moi, je fais partie du service prévention et promotion de la santé. Donc, on propose dans mon service donc différentes conférences, webinaires, ateliers autour de différentes thématiques de la santé. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la santé environnementale et pour cela, nous allons accueillir Camille Savary, qui est pharmacienne et maître de conférence à l'Université d'Angers. Donc merci beaucoup Camille. Et elle va faire cette présentation avec Thomas Avril et Marine Derève, qui sont pharmaciens d'officine. Alors, pour faciliter un petit peu les échanges et ce webinaire, donc je vous prie, si vous possible, d'éteindre votre micro pour qu'on puisse mieux entendre les intervenants. Et puis, vous pourrez poser vos questions dans la conversation, donc dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser. Il y aura quelques temps voilà, où vous pourrez poser des différentes questions aux interlocuteurs. Et il y aura un temps de 10 minutes à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Bonne présentation et je laisse la place à Camille. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, merci Brunhilde et Karine pour votre accueil et votre confiance. Meilleurs vœux à toutes et tous déjà pour commencer cette année et nous allons commencer donc le topo. Je laisserai Marine et Thomas peut-être se présenter au moment où vous intervenez ou vous voulez peut-être vous présenter maintenant, Marine, Thomas? Tard. Je vois que Marine cherche son micro, donc Oui, moi j'ai trouvé. Bonjour à tous. Moi je suis pharmacien titulaire au Pont-de-Cé. Et donc moi, Marine Derève, pharmacien titulaire à Angers. Super. Alors, donc je vous propose ce plan pour parler de santé environnementale. Je commencerai par des concepts et définitions. Ensuite, je ferai un focus sur la qualité de l'air. Et après, je parlerai des plastiques, phtalates, bisphénol, PFAS, pesticides, cadmium. 3 petits points, parce que la liste pourrait être longue. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu de savoir où on les retrouve, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait comme effet sur la santé. Et puis après, de donner des conseils sur l'alimentation et les cosmétiques. Et puis après, de parler plutôt en pratique au niveau de l'officine, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, concept et définition, ce qui est intéressant, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle de santé environnementale, au sens où moi je l'ai appris quand j'étais étudiante, c'est vraiment la santé qui vise à protéger l'humain des risques liés à son environnement. Et cette définition, elle évolue un petit peu dans le sens où on se rend bien compte aujourd'hui que finalement, cet environnement, c'est un peu nous qui le créons également. Et qu'aujourd'hui, on aimerait plus parler de santé durable, c'est-à-dire une santé qui va prendre soin de l'humain sans nuire à ce qui le fait vivre, c'est-à-dire que nous-mêmes, à travers la façon dont on soigne les gens, nous pouvons également faire mieux pour avoir une planète en bonne santé qui nous le rendrait bien. Et c'est également le nom de, vous avez déjà entendu parler, de One Health, c'est-à-dire notre santé est directement liée à celle de notre environnement, à celle des écosystèmes et des animaux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine notre santé? Pourquoi on parle de santé environnementale? Parce que finalement, c'est énorme.
Aujourd'hui, on se rend compte que 70 à 85% de ce qui détermine notre santé est notre environnement, notamment par les facteurs environnementaux qu'on retrouve ici, par les milieux, la pollution, le climat, les conditions socio-économiques qui ont une part importante en lien avec nos modes de vie, l'alimentation, l'éducation. Le système de santé et de soins, finalement, nous serions que 15%, ce qui va déterminer notre santé, c'est 15%, c'est-à-dire que dans des territoires où il y a parfois des déserts médicaux, eh bien, il y a une bonne espérance de vie, et des territoires qui sont très bien desservis par les soins sont pas forcément avec une espérance de vie importante. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que les déserts médicaux, c'est pas un problème, hein, bien évidemment, mais en tout cas, aujourd'hui, les chiffres nous montrent que parfois, des bonnes conditions de vie par rapport au système de soins, c'est bien mieux. Et la génétique dans tout ça, c'est que 5%. Et je parle de ça, je fais le lien avec le fameux exposome dont vous avez sûrement entendu parler, pour faire le lien avec le génome, donc exposome, puisque Wild, en 2005, donc c'est un chercheur qui travaillait sur les cancers, qui travaillait sur la génétique, se rendait bien compte que on travaillait sur l'origine des maladies, en termes de génome, tout était séquencé, on était très bon en recherche, mais finalement, les maladies étaient déterminées en termes de génétique que pour 5%. Et donc, il a proposé un terme qui était l'exposome. Au début, il s'est fait refuser complètement ce terme qui était farfelu dans le monde scientifique et qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, il y a même un centre qui s'appelle France Exposome, hein. C'est pour vous dire que on a beaucoup de recherches sur cet exposome. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est l'inverse du génome, c'est ce à quoi nous sommes exposés tout au long de notre vie. Et donc, bien évidemment, il y a l'environnement, mais il y a également les caractères donc, socio-économiques qui déterminent ce fameux environnement. En lien avec notre alimentation, l'eau, les produits de consommation, les cosmétiques, les jouets, les écrans, etc. Les agents chimiques, biologiques et physiques, les nutriments, mais également les déterminants sociaux, hein. On sait aujourd'hui que ça a une influence importante sur la qualité de vie et l'état de santé, et les modes de vie, voilà, en fonction de nos consommations. Cet exposome externe va déterminer un exposome interne qui va avoir des répercussions en termes de réponses biologiques, et ces réponses biologiques peuvent avoir une répercussion sur un état de santé lorsque ça devient un état pathologique. Alors, j'aime bien parler, en tant que toxicologue, je parle d'évaluation du risque. Et surtout, ça vous permet d'avoir aussi un peu des clés de compréhension. Et quand on lit dans les journaux, par exemple, des articles qui alertent un petit peu sur les dangers, par exemple, de l'eau, les dangers de l'eau, l'eau est dangereuse, moi, ça me fait un petit peu, voilà, ça me contrarie un petit peu parce que les termes sont mal employés et ça crée un petit peu des alertes alors qu'on parle surtout de risque. Et donc, je me permets de vous définir qu'est-ce qu'on fait quand on fait une évaluation du risque. Donc là, vous avez un produit, par exemple, avec un logo qui est dangereux. Effectivement, ce produit est dangereux. Comment la caractériser? Par des études in vitro et in vivo, hein, par exemple pour tous les produits chimiques, les médicaments qui sont mis sur le marché, les pesticides, les cosmétiques, c'est évalué in vitro, parfois in vivo, et puis derrière, il y a les études épidémiologiques lorsqu'il s'agit d'études environnementales, c'est surtout en lien avec des études épidémiologiques. Donc on caractérise le danger. Ensuite, on s'intéresse à l'exposition. Est-ce que finalement, face à ce danger, nous sommes exposés, plus ou moins en fonction là ici de l'image. Et ensuite, cela nous permet d'évaluer le risque et de déterminer ce niveau de risque. Et c'est-à-dire que c'est une probabilité de survenue d'effets nocifs. Ça ne veut pas dire que si on est exposé, on sera malade. Ça veut dire qu'on augmente, entre guillemets, le risque de devenir malade. Cela, ça va dépendre bien évidemment de la toxicité du produit, des conditions d'exposition et de la sensibilité de l'individu. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Et donc, l'exposition se fera par différentes voies, respiratoires, digestives, cutanées. Et cette sensibilité, elle est intéressante puisque aujourd'hui, on se rend bien compte que, bien sûr, il y a la dose qui fait le poison, on l'a tous appris en tant que pharmacien dans nos études, mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a davantage cette notion de période de vulnérabilité. Et ça nous permet de parler de cette fameuse période de périnatalité, de période des 1000 premiers jours, où on sait qu'une exposition lors de cette période est très importante, puisque ça augmente le risque de développer des pathologies. Donc, cette fameuse période des 1000 premiers jours, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler, c'est la grossesse, donc les 9 mois de grossesse, plus les 2 premières années de vie. Alors, c'est un peu marketing, parce que 1000 premiers jours, on le comprend bien et on le retient bien évidemment. Les périodes de la petite enfance sont tout aussi importantes, de l'adolescence et avant la grossesse.
En tout cas, cette période d'exposition peut influencer des pathologies à l'âge adulte. Et donc là, on parle de pathologies comme les cancers hormonodépendants, l'obésité, des troubles du développement, des troubles de la thyroïde, etc. Et ce sont les fameux effets des perturbateurs endocriniens qui agissent à des faibles doses. Donc là, la fameuse dose qui fait le poison, eh bien, c'est un peu remis en cause parce que des faibles doses peuvent agir. Et on a également les effets des cocktails. Alors, effet des cocktails, puisque nous sommes exposés à de nombreux perturbateurs endocriniens, voilà une image qui illustre le multisource de ces perturbateurs endocriniens qui sont listés par l'ANSES et par l'ECA, qui est l'agence européenne. On a les pesticides, certains médicaments, les plastiques, les antiadhésifs, des conservateurs, des retardateurs de flamme. On va en parler dans la deuxième partie. Ces perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que ça fait comme pathologie? Qu'est-ce que ça induit? Là, c'est pareil, c'est assez difficile de faire un lien. On dit oui, perturbateurs endocriniens, mais concrètement. Concrètement, il y a un gros travail qui a été fait par Santé publique France, qui a réuni des scientifiques qui ont épluché un peu la littérature scientifique et qui ont classé des pathologies en niveau de preuve suffisant versus plutôt des pathologies où ce n'était pas vraiment assez documenté à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on sait que les perturbateurs endocriniens induisent de l'endométriose, des fibromes utérins, des maladies urogénitales comme la cryptorchidie, l'hypospadias, qui sont des malformations chez le petit garçon. L'atténuation du qualité de sperme, on sait qu'il y a une diminution drastique du nombre, enfin, de spermatozoïdes dans le sperme, mais également des malformations. Des issues défavorables de grossesse, des cancers hormonodépendants comme le sein et la prostate, des troubles de développement chez l'enfant, avec une diminution potentielle de QI, des maladies thyroïdiennes, auto-immunes, de l'asthme et des cancers chez les enfants, tels que les lymphomes et les leucémies. Ensuite, voilà, je vous laisserai découvrir le tableau vous aurez accès au diaporama. Alors, voilà un peu le focus sur les généralités. Maintenant, quoi faire? Et donc, je me suis permise de faire deux parties. Une partie sur la qualité de l'air, et puis ensuite, on verra tout ce qui est alimentation et cosmétique. Quand on pense à la qualité de l'air, juste pour permettre de conscientiser le fait que nous, certes, nous mangeons, nous buvons une quantité dans notre journée, mais nous respirons sans arrêt, et donc nous respirons 20 kg d'air par jour. Aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est le deuxième facteur de risque de mortalité dans le monde. Donc, ce n'est pas négligeable. Quand on parle de qualité de l'air, de quoi on parle? De différents polluants, nous avons l'oxyde d'azote, les particules de différentes tailles, donc les PM de 10 ou les PM de 5. Vous avez peut-être entendu parler, donc PM, c'est particules matter en anglais. Donc, c'est la taille, 10 c'est 10 microns et 2,5 c'est la taille, c'est des plus petites particules. Les composés organiques volatiles, donc les COV, les dioxydes de soufre et l'ammoniac. Et en fonction de notre environnement, eh bien, ces polluants vont être de proportions différentes. Lorsqu'on parle, par exemple, des transports, on est exposé davantage au NOx, alors que lorsqu'on est autour des habitats, des résidences, on est plutôt exposé aux particules en lien avec le bois de chauffage. Et au niveau industriel, il s'agira plus de dioxyde de soufre. Et au niveau de l'agriculture, d'ammoniac. Alors, ce sont des composés qui sont suivis dans la qualité de l'air. Aujourd'hui, il y en a d'autres, il y a les métaux, il y a les pesticides qui ne sont pas forcément dosés de manière réglementaire, mais qui sont néanmoins présents et qui peuvent avoir un impact. Aujourd'hui, on estime qu'en France, 40 000 morts, 40 000 personnes il y aurait 40 000 décès prématurés en lien avec une exposition aux particules de 2,5. Alors, quand on parle de la qualité de l'air, souvent on pense à la pollution, on pense à l'air extérieur, mais il faut savoir que notre air intérieur est également pollué. Certaines études montrent qu'on est à 5 à 8 fois plus pollué que dans l'air extérieur. Et la problématique, c'est qu'on passe finalement 70 à 90% de notre temps dans un espace clos. Quand je pense à l'espace clos, il y a la maison, mais notre lieu de travail, notre véhicule sont des espaces clos. Alors, pourquoi c'est plus pollué? Déjà parce qu'il y a la pollution de l'air extérieur qui rentrent dans nos habitations, mais également tous nos modes de vie ont un impact sur cette fameuse qualité de l'air. Nous avons les occupants, nos animaux qui peuvent générer certaines pollutions. Les appareils de combustion, vous connaissez les pollutions, les intoxications au monoxyde de carbone. Les composés organiques volatiles, par exemple, qui sont présents en lien avec nos usages, qui sont
sont produits par différentes modes donc les modes de combustion, mais également les modes de nettoyage, les peintures, etc., les ameublements. Le tabagisme qui nuit à une bonne qualité de l'air, et puis voilà, nos meubles qui émettent et nos activités qui émettent. Sans compter également le radon qui est présent sur certains sols, notamment en Loire-Atlantique et en Bretagne, qui émettent et irradient, qui émettent dans nos habitations. Alors, qu'est-ce que ça fait la qualité de l'air sur l'état de santé? C'est pareil, c'est une multitude de pathologies, hein. Là encore, on développe des risques de pathologies. Chez le nourrisson, nous avons des naissances prématurées, des petits points de naissance, des retards, des impacts sur le développement intellectuel. Au niveau du système reproducteur, il y a des troubles de la fertilité et des fausses couches. Nous avons des maladies respiratoires avec l'irritation, l'inflammation, la BPCO, de l'asthme et du cancer. Et de manière moins connue, la pollution engendre également des maladies cardiovasculaires et des maladies en lien avec des maux de tête, une anxiété et des maladies neurodégénératives. Au-delà, hein, des irritations, difficultés respiratoires et allergies, bien évidemment, mais ça c'est davantage connu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau global, bien évidemment, la réglementation est là pour préserver, hein. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que la réglementation sur le tabac a eu vraiment un vrai impact sur la qualité de l'air intérieur, sur les milieux comme par exemple les restaurants, les bars, les trains, où voilà, c'était il y a longtemps, mais en tout cas c'était autorisé. Et donc typiquement, cette loi a vraiment permis d'améliorer la qualité de l'air à la fois et la santé des personnes qui fument, mais également la personne qui fumait de manière passive. La zone, les ZFE, hein, les zones donc à faible émission, qui, bien que remises en question, sont aujourd'hui, ont vraiment prouvé leur efficacité sur une amélioration de la qualité de l'air, hein. Il y a beaucoup de paramètres dont je vous ai cité tout à l'heure qui ont montré qu'il y a une amélioration de cette qualité, donc ça c'est plutôt positif. L'urbanisme, l'éducation, les fameux plans nationaux, le fameux plan national santé-environnement, le PNSE, qui est décliné à l'échelle régionale par le plan régional santé-environnement, hein, qui est porté par l'ARS avec différents partenaires. Se renseigner et se surveiller à l'échelle régionale et locale, et on va en parler de comment on peut faire pour surveiller cette fameuse, se renseigner et grâce à une surveillance qui est produite par Air Pays de la Loire, et agir sur les sources et l'éviter. Et côté intérieur, agir sur les sources et avoir des gestes au quotidien. Alors, RPI de la Loire, vous pouvez, je vous ai mis le lien là pour vous inscrire un vrai travail de suivi de la qualité de l'air dans notre région. Et donc, il y a plusieurs indicateurs quotidiennement qui sont suivis, notamment les fameuses particules dont je vous parlais, des différentes tailles, l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Donc, vous pouvez, en tant que professionnel de santé, vous inscrire pour avoir une sorte d'alerte en cas de pic de pollution. Vous avez donc des fiches comme ça lorsque il y a une alerte. Et là, vous voyez deux zones géographiques qui sont en zone jaune. Et lorsque c'est en zone jaune, vous pouvez en tout cas promouvoir des recommandations sanitaires pour les fameuses personnes qui sont plus vulnérables, plus sensibles lors de ces périodes de pic de pollution. Et puis lorsque c'est rouge, hein, ça arrive sur notre territoire, et bien là, ce sont des recommandations qui peuvent être véhiculées auprès de tout public. Pour les personnes qui souffrent d'allergie au pollen, c'est pareil, il y a une surveillance des pollens et ça peut être assez intéressant. Et vous y retrouverez sur ce site internet plein de recommandations de gestes utiles pour une amélioration de la qualité de l'air. En tout cas, sur l'amélioration de la qualité de l'air extérieur, il y a un vrai co-bénéfice, donc je trouve qu'on n'entend pas assez parler, c'est tout ce qui est co-bénéfice en lien avec les mobilités actives. Donc vous l'avez vu, hein, les transports sont responsables d'une mauvaise qualité de l'air, notamment en lien avec les particules, mais également les NOx. Là où on a un vrai levier, c'est que la moitié des trajets de 2 km de moins de 2 km se font en voiture. Donc, il ne s'agit pas de parler de mobilité des personnes qui habitent à 30 km. On parle vraiment des petits trajets qui peuvent se faire en vélo ou en marche. Et surtout, ce qui est vraiment avantageux, c'est qu'on souffre énormément de sédentarité, hein. Je vous ai permis des chiffres, mais c'est assez inquiétant. Et aujourd'hui, la part modale de déplacement en vélo, elle est que de 3% en France, ce qui est ridicule par rapport aux autres pays européens, notamment en Hollande. Nous, on fait 7 à 8 minutes de vélo par semaine en France, et c'est 7 fois moins qu'un Hollandais de plus de 75 ans. J'aime bien mettre ça comme exemple parce que finalement, les Hollandais, on a la même question de température, de temps. Je pense qu'on est aussi bien desservis, et voire même peut-être mieux que certains Hollandais.
Et les personnes âgées de 75 ans font 7 fois plus de vélo que nous en France. Donc ça nous montre un petit peu la marche qu'on pourrait activer. Et aujourd'hui, c'est très bénéfique de pouvoir proposer la marche à pied ou le vélo. En tout cas, 1 kilomètre de vélo aujourd'hui correspond à 1 € de coûts sociaux de santé évités grâce à la mobilité et grâce également à la diminution l'amélioration de la qualité de l'air. Donc c'est un vrai levier. En termes d'intérieur, bien évidemment, il y a des efforts à faire sur les personnes qui fument, le tabagisme actif et passif. On sait que c'est une forte contribution. Et nous, en tant que professionnels de santé, ce qu'on peut promouvoir, c'est vraiment limiter les sources de pollution. Alors, comment on peut faire? C'est déjà éviter tout ce qui est spray et diffuseur au sein de nos habitations, tout ce qui est encens, bougies parfumées, mais également tout ce qui est fameux spray qui pourrait avoir des effets assainissants pour les odeurs, etc. Ça contribue à une mauvaise qualité de l'air. Ce sont des composés organiques volatiles, ça contribue à une pollution de notre air intérieur. Les produits ménagers, d'aller vers des produits ménagers qui seront labellisés. Tout ce qui est produits ménagers contribue à une forte pollution de la qualité de l'air. Donc voilà, laver à l'eau, laver des produits simples tels que le vinaigre, le bicarbonate, des produits pour le coup naturels, labellisés. Pour les produits de bricolage, c'est pareil, d'aller vers des produits labellisés. D'éviter les travaux lorsqu'on est enceinte. C'est vrai que c'est une période où il y a la chambre de bébé qui arrive, on a envie de peindre, etc. De vraiment encourager les femmes enceintes à ne pas faire des travaux. D'aérer. Ça, c'est le conseil que je vous donne juste après. Consultez le site des 1000 premiers jours. Il y a plein de renseignements pour justement améliorer la qualité de l'air pour cette fameuse période de périnatalité. Si vous êtes concerné par le radon, vous pouvez aller vous renseigner. Je vous ai mis le lien pour savoir si votre région est concernée par le radon. De toute façon, dans les conseils pour tous ces produits-là, donc c'est limiter les sources et d'aérer. Pour le radon, c'est d'aérer le logement. Donc ça permet d'évacuer les polluants, limiter l'humidité et donc d'améliorer aussi, il y a aussi tout ce qui est, on parle de pollution chimique, mais il y a la pollution liée aux virus, aux moisissures, etc., qui ont une part importante aussi d'effet sur la santé. Donc d'aérer, c'est la clé. Et puis de passer l'aspirateur, en tout cas de nettoyer les sols, puisque c'est là où vont s'accumuler les particules et les polluants, c'est dans les poussières. Et on sait qu'autour de la périnatalité, c'est là où on va avoir un fort contact avec le sol et un rapport avec la main-bouche qui est important. Alors, je laisse Marine et Thomas intervenir sur ce qu'ils ont mis en place pour leur officine pour améliorer la qualité de l'air. Et puis, on reprendra pour la suite. Je veux bien commencer. Alors moi, c'était sur la qualité de l'air extérieur, mais la base, c'était plutôt comment réduire l'impact environnemental de mon officine. Donc, je me suis tourné vers essayer de stimuler un peu l'usage du vélo pour mes collaborateurs, puisque je suis un utilisateur de vélo. Enfin, pas ce matin. Ce matin, je suis venu à pied. J'ai mis 1h15 et c'est assez intéressant, 6 km à pied le matin. Voilà, c'était beau. Bon, on arrivait un peu en retard à la pharmacie, mais sachant que de toute façon, il n'y avait personne, c'est pas grave. C'était particulier. Le vélo, du coup, proposition d'un forfait mobilité durable qui est exonéré de charges pour tous ceux qui viennent soit en covoiturage, soit en transport en commun, soit en transport actif, vélo à pied. Ça n'a pas très bien marché parce que j'en ai 2 qui habitent à 1 heure de route pour une et une autre une demi-heure. Par contre, il y en a une de mes employés qui habite à moins de 3 km. Donc j'ai proposé ce forfait. On avait dealé un peu que c'était 3 fois par semaine, qu'effectivement, en fonction de la météo, il y avait. Enfin voilà, je n'obligeais à rien, mais bon, c'était un deal. Dans les faits, ça n'a pas trop bien marché, au sens où elle m'a exprimé après que son vélo n'était pas de trop qualité, pas électrique, etc. Donc j'ai racheté un vélo électrique pour elle, pour essayer de stimuler ça. Et puis elle s'est cassée la gueule dans ses escaliers, donc on est redescendu et j'ai essayé de proposer le vélo à une autre employée qui se donnait beaucoup plus, qui faisait du train, du vélo, enfin voilà, sur un déplacement qui durait une demi-heure, 3/4 d'heure et on s'est fait voler le vélo. Voilà mon expérience. Maintenant, ce que j'aimerais bien travailler, c'est plus tourner vers les patients. Je suis finalement dans une officine de quartier qui habitent tous à peut-être moins de 1 km ou 1,5 km et qui viennent très souvent et tout le temps en bagnole, quoi.
Donc je pense que là, il y a à stimuler l'aspect co-bénéfice pour eux et pour leur santé et pour la planète, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Camille. Je t'ai pas préparée, mais je te la donne. Est-ce que si on a des arguments contraires qui nous disent, bah oui, mais attendez, qualité de l'air extérieur est pourrie et vous nous demandez de faire une activité quelque peu physique, est-ce que c'est tant que ça ou est-ce que c'est bénéfice pour la santé in fine ou non? Oui, c'est clairement bénéfique, même de faire du vélo derrière des voitures qui relarguent leur pot d'échappement. C'est bénéfique parce que de toute façon, la qualité de l'air dans un véhicule est moins bonne qu'à l'extérieur. Parce qu'on bénéficie à la fois de la qualité de l'air extérieur, plus la mauvaise qualité de l'air intérieur du véhicule. Donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est mieux d'être à l'extérieur. Ok. Marine, si tu as quelque chose à nous dire. Merci Thomas. Donc moi, au niveau de l'équipe et de la mobilité de l'équipe, c'était assez facile parce que elles sont déjà pour 3 de mon équipe à venir, ils sont déjà, parce que j'ai un garçon sur les 3, viennent déjà naturellement à vélo à l'officine et pourtant ils sont sur des distances qui sont relativement importantes. Il y a une dizaine de kilomètres pour l'un et puis pour la deuxième aussi, et l'autre est à 3-4 kilomètres. Une vient donc en tram, en transport en commun, donc ça reste quand même positif, et l'autre à pied, alors elle n'est pas très loin, elle est à 1 kilomètre, donc voilà, raisonnablement. Pour les 2 autres, ça reste compliqué parce que c'est des distances plus importantes et puis les difficultés autres qui peuvent arriver dans la vie. Voilà. Et nous, au niveau donc je fais partie d'une MSP sur Angers et on a eu l'opportunité l'année dernière de participer à un concours inter-MSP via une application qui s'appelle Pacer, qui permettait de mesurer le nombre de pas que chacun des professionnels de santé, mais pas que, on avait intégré certains patients, pouvaient faire dans la journée, et le fait de voir leurs professionnels de santé participer à cette démarche, les patients étaient assez, pour certains en tout cas, assez motivés à cranter et à participer. Donc c'était une belle expérience qu'on va renouveler. Et l'autre projet, là, effectivement, avec la maison de santé également, c'est de créer une carte isochrone, mais c'est techniquement pas très facile, hein. Enfin, en tout cas, nous, on est devant des difficultés pour la mettre en place, pour montrer effectivement aux usagers de la maison de santé et de la pharmacie que faire 2 kilomètres à pied, finalement, ça va aussi vite, voire plus vite que de prendre sa voiture. Voilà ce que l'on fait à notre niveau. C'est super. Merci beaucoup. Et bien justement, pour la carte isochrone, là, je vous ai mis un QR code. Vous pouvez, c'est un site qui est gratuit. Vous mettez votre adresse, vous mettez justement, là, moi, je me suis mis 15 minutes, mais vous pouvez mettre 10 minutes, 5 minutes à pied ou en vélo et ça vous donne la zone géographique qui est accessible en 1 km, en 10 minutes à pied, par exemple, ou 10 minutes en vélo. Vous choisissez soit le temps, soit le nombre de kilomètres. Donc voilà. Et je crois que Marine, tu fais aussi les livraisons à vélo, tu m'avais dit. Oui, on n'a pas de. Enfin, on utilise notre vélo pour aller livrer les patients autour de la pharmacie. C'est vrai. Super. Merci Camille. Voilà. Alors, on va continuer sur les différents polluants. Alors, je me suis permise de choisir ceux qui font parler d'eux, ceux où vous avez peut-être des questions, des interrogations de votre patientèle. Donc, les plastiques, les phtalates et le bisphénol, les PFAS, les pesticides et le cadmium. Alors, le plastique, c'est vraiment extrêmement problématique, puisque malgré les lois, la production ne cesse que d'augmenter, la pollution environnementale ne cesse que d'augmenter, dans le sens où on en retrouve de plus en plus dans les terres, dans les eaux, etc. Et le problème du plastique, c'est qu'il se fragmente en micro-nanoplastiques et donc il ne disparaît pas vraiment. Il devient peut-être invisible à l'œil nu, mais il est toujours présent. Alors, quand on parle de plastique, bien évidemment, il y a ceux qui proviennent de nos usages du quotidien, par exemple les sacs plastiques, l'alimentation, ceux qui sont dans les emballages alimentaires, ceux qui sont dans nos vêtements, hein, quand on a du polyester, c'est du plastique. Des pneus, des usages, voilà, de nos objets du quotidien. Ces différentes sources contaminent notre alimentation et ce qui fait que nous sommes exposés
via l'ingestion, mais également via l'inhalation par rapport aux particules et également via les cosmétiques qui sont quasiment tous en contenant en plastique, via le contact cutané, puisqu'il y a un passage des molécules du plastique du contenant vers le contenu. Et nous avons des troubles en lien au niveau du système nerveux central, du système immunitaire, du système endocrinien, sur le microbiote, sur la fertilité. Et on se rend compte aujourd'hui que que du plastique, on en retrouve partout. On en retrouve dans le lait maternel, dans le cerveau, dans les testicules, dans le placenta humain, dans le sang, dans le poumon, dans les selles. Par exemple, dans le sang, on en retrouve dans les plaques d'athérome lorsqu'il y a des AVC et des accidents vasculaires, de manière générale. Dans les plaques d'athérome, on retrouve des micros nanoplastiques. Alors, quand je dis qu'il y en a dans le lait maternel, pour être sûr de pas que vous n'interpréteriez pas mes propos, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas conseiller l'allaitement. Au contraire, enfin, au contraire, pas au contraire, mais en tout cas, bien évidemment, il faut promouvoir l'allaitement maternel. Ça reste toujours positif. Je préfère le préciser parce que souvent, des fois, il y a des petits raccourcis qui se font. Quand on parle de plastique, c'est bien sûr un mélange de composés. Et dedans, on va y retrouver quoi? On y retrouve des bisphénols, donc par exemple les bisphénols A, dont on entend beaucoup parler, puisque voilà, il y a des tickets de caisse sans bisphénol A, donc on le mesure. En officine, il y a les biberons vous avez sûrement des écriteaux, c'est écrit sans bisphénol A, parce que c'est la réglementation. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le bisphénol A est interdit, mais il a été substitué par d'autres bisphénols qui ont tout autant une activité, mais qui ne sont pas encore réglementés. Donc, le bisphénol A, il est partout dans enfin, en dehors des plastiques alimentaires, enfin, des plastiques en lien avec l'alimentation du nourrisson, il est dans plein d'endroits. Dans tous les plastiques du quotidien, on retrouve des bisphénols. Donc, on en retrouve dans les jouets, dans les canettes, dans les textiles, etc. Donc, on est exposé essentiellement via l'ingestion, via la peau et l'inhalation. Le bisphénol, il est directement en lien avec des pathologies du trouble du neurodéveloppement, de l'immunité, des maladies cardiovasculaires, des maladies hormonales, de l'obésité, de l'infertilité et des cancers, comme par exemple le cancer du sein. Alors, quand on parle de plastique, on retrouve également dans les plastiques soufres des phtalates. Alors, les phtalates, c'est à la fois un contenant du plastique, mais également un contenant de certains produits, par exemple, qu'on en retrouve dans les cosmétiques. Donc, et dans les dispositifs médicaux, dans les plastiques des dispositifs médicaux. Donc, ces phtalates, c'est pareil, ils sont impliqués dans des pathologies comme le trouble du déficit de l'attention, les changements hormonaux, de l'asthme, les résistances à l'insuline, l'infertilité, l'obésité. Et on verra, ce qui est hyper intéressant avec les phtalates, c'est que lorsqu'on est moins exposé, il y a tout de suite une disparition, donc c'est assez intéressant. Les pesticides, donc c'est la grande famille des pesticides. On parle des insecticides, des fongicides, insecticides, tout ce qui tue la vie, voilà, des nuisibles. Donc, on l'utilise beaucoup en tant que phytosanitaire. Donc là, je vous ai mis une image de l'utilisation sur les plantes. On se rend bien compte que lorsqu'on en expose nos plantes à ces fameux pesticides, aux phytosanitaires, ça ne reste pas au niveau local, ça s'infiltre au niveau des sols, d'où le fait qu'il y ait une contamination de la nappe souterraine et des eaux de surface dans lesquelles on prélève, nous, notre eau qui va être à destination de la consommation humaine. Et ces pesticides voyagent, donc sont transformés. Souvent, on néglige, on pense souvent à tout ce qui est au niveau des phytosanitaires, mais les pesticides, on en a d'autres dans notre environnement, notamment en lien avec les produits vétérinaires. Tout ce qui est anti-puces, ce sont des insecticides. Les sprays j'ai mis anti-moustiques, etc. On en retrouve également, par exemple, dans les fleurs, dans les plantes. Quand on achète, par exemple, des fleurs qui viennent de Hollande ou d'Amérique du Sud, des roses, par exemple, où les feuilles sont immaculées, il y a une présence de pesticides qui est non négligeable, puisque la réglementation est beaucoup moins importante que dans l'alimentation. Alors, la première source des pesticides, je l'ai mis en rose, c'est quand même en lien avec l'alimentation, en fonction, forcément, si on est agriculteur, non, c'est vraiment lié à notre travail, mais nous, dans le général, quand on n'est pas agriculteur, c'est en lien avec l'alimentation et éventuellement ce qu'on peut utiliser au quotidien dans notre environnement. Les pesticides, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un lien avec les maladies de type Parkinson et Alzheimer, les maladies hormonales, des cancers chez l'enfant, des cancers chez les adultes,
des liens aussi avec une sensibilisation au niveau de la peau, des troubles hormonaux et une atteinte du système reproducteur. Alors, les PFAS, il faut vous parler d'eux en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est des molécules qui sont, donc c'est des carbones qui sont chargés en fluor et qui leur apportent des propriétés assez intéressantes puisqu'ils sont à la fois hydrophiles et hydrophobes, donc ils sont anti-adhésifs, imperméabilisants et résistants aux fortes chaleurs. Donc, ils ont été utilisés partout. Dans les textiles imperméables, les textiles de sport, les emballages alimentaires, quand on a un carton alimentaire, par exemple pour une pizza, où on voit bien que le gras ne pénètre pas au niveau du carton, c'est qu'il y a un petit revêtement de PFAS. C'est pareil, le principe des papiers adhésifs alimentaires, hein, quand on met au four pour éviter que ça accroche. C'est un petit papier qui est imbibé de PFAS. Dans les mousses anti-incendie, dans les revêtements anti-adhésifs, hein, les ustensiles de cuisine, les fameux poêle en téflon ou les ustensiles noirs qui permettent de pareiller la poêle, ce sont des ustensiles en PFAS. Dans les cosmétiques, dans les dispositifs médicaux et dans certains produits phytopharmaceutiques, hein, donc les pesticides, contiennent également des PFAS. Alors, aujourd'hui, il y a un micro avec un écho. Je me permets. Donc aujourd'hui, les PFAS posent des réels problèmes qui sont persistants dans l'environnement, c'est d'où leur appellation de polluants éternels, hein, qu'on rejoint une autre liste de polluants éternels. On sait qu'ils sont impliqués dans différentes pathologies, par exemple en immunotoxicité. On a remarqué que pendant la vaccination pour le Covid, les personnes qui étaient fortement imprégnées au PFAS répondaient moins bien à la vaccination. Des pathologies thyroïdiennes, des pathologies au niveau hépatique, notamment aussi au niveau du cholestérol, des maladies rénales, du développement, des maladies du développement et bien évidemment des effets de perturbateurs endocriniens. Alors la bonne nouvelle, c'est que déjà c'est suivi. Aujourd'hui, les PFAS sont obligatoires. Il y a certains PFAS qui sont en tout cas suivis au niveau de l'eau du robinet au Pays de la Loire, enfin dans toute la France, pardon. Il y a une obligation, il y a une interdiction dans certains usages, donc il y a une loi qui est passée pour interdire les PFAS dans les cosmétiques, dans les vêtements et dans certains emballages alimentaires. Alors le cadmium, vous en avez peut-être entendu parler. Initialement, l'origine des expositions au cadmium, on pensait que c'était les personnes qui fumaient. Les personnes qui fumaient sont fortement exposées au cadmium. Mais on s'est rendu compte dans des études épidémiologiques que les enfants étaient fortement exposés au cadmium et de fait, on avait du mal à l'expliquer et il se trouve que c'est en lien avec l'alimentation. Pourquoi? Lorsque l'on mange de l'agriculture des légumes, de l'alimentation qui provient de l'agriculture conventionnelle, souvent il y a un apport d'engrais et cet engrais qui est phosphaté est également chargé en cadmium puisque ces engrais sont extraits dans des terres, par exemple marocaines, où on a du phosphate, mais également du cadmium. Et donc on va charger nos terres de cadmium et lorsque l'on cultive nos légumes, nos denrées alimentaires sur ces terres qui sont imbibées, eh bien, ça s'imprègne de cadmium et donc ça se concentre. Donc aujourd'hui, on en retrouve le plus dans les crustacés, les algues, les abats, les barres de céréales, les biscuits et le chocolat. Mais bien évidemment, notre principale source, parce qu'on ne s'alimente pas beaucoup de ces aliments, enfin en tout cas, la première source d'exposition au cadmium, c'est le pain, les céréales et les pommes de terre, les légumes feuilles tels que les épinards, etc., lorsque c'est issu d'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, le cadmium, on sait qu'il est en direct lien avec des effets cancérogènes, une atteinte rénale et osseuse, notamment puisqu'il remplace le calcium au niveau des os, et il est également neurotoxique. Alors, vigilance importante pour les enfants, les adolescents et les patients qui ont des pathologies rénales. Et attention aux personnes qui ont des déficits en fer, puisqu'on sait que le cadmium est pas très bien absorbé au niveau digestif. Mais lorsqu'on est déficient en fer, eh bien, on va avoir une surexpression des transporteurs du fer, et donc c'est là où on va davantage absorber le cadmium. Alors, que faire face à ces multiples expositions? C'est vrai que ça peut être relativement anxiogène. Alors, il faut relativiser par rapport à certains risques, mais néanmoins, s'il y a vraiment trois conseils, un conseil, c'est vraiment de limiter les aliments ultra transformés, puisqu'on s'affranchit des passages des molécules de plastique, également des additifs dont je n'ai pas parlé. C'est souvent chargé aussi également en résidus de pesticides, etc. De manger varié, plus on a une alimentation diversifiée, moins on accumule tel ou tel type de polluant, et de végétaliser au maximum l'assiette.
puisqu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, même si on va y retrouver des traces de pesticides ou des traces de cadmium, ça reste néanmoins moins concentré en PFAS, etc. Et il y aura toutes les vertus de manger des végétaux. Et surtout, ça veut dire qu'on mange moins éventuellement de viande. On sait que la viande aujourd'hui est classée cancérogène pour l'homme, notamment la viande transformée, hein, type charcuterie, en lien avec la présence des, euh, de certains composés. La viande rouge est classée probablement cancérogène pour l'homme et en plus aura un effet bénéfique également pour le climat. Bien évidemment, d'après tout ce que je viens de vous raconter, on peut favoriser le biologique. Il y a moins de traces de pesticides, la qualité nutritive est meilleure. De maximiser le local, puisque si on mange local et de saison, eh bien, on a moins besoin d'appliquer des pesticides, hein. Quand on mange une pomme, par exemple, qui vient du Pérou au mois de mai, eh bien, il y a eu au moins 35 applications de pesticides ou de fongicides pour justement permettre le transport de ces aliments. Donc, lorsqu'on mange vraiment localement, il y a moins d'usage de ces molécules. En termes de contenant et de contenu, d'éviter le plastique, à défaut, ne surtout pas chauffer lorsqu'on a face à un Tupperware, en tout cas, de ne pas le chauffer au micro-ondes. C'est là où il y a vraiment un échange de molécules entre le plastique et notre aliment. D'utiliser des ustensiles inertes comme l'inox, le verre, les cuillères en bois, plutôt que tout ce qui est à base, par exemple, de téflon. Et de consommer l'eau du robinet pour éviter justement les plastiques liés à l'eau au contenant. Sachant que l'eau du robinet, voilà, tout est suivi, et je vous conseille de revisionner un webinaire qui est accessible, qui a été produit par l'ARS et les mutualités françaises. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, on peut également, donc sur l'eau du robinet, pour les nourrissons, parce qu'on parle de périnatalité, elle est totalement envisageable, hein, de boire de l'eau du robinet pour reconstituer les biberons. Le conseil, c'est de prendre de l'eau froide, surtout pas prendre de l'eau chaude directement issue de notre chauffe-eau. Non filtrée, non adoucie, laisser couler quelques secondes avant l'utilisation pour justement éliminer potentiellement l'eau qui pourrait être un peu stagnante dans les tuyauteries, de bien entretenir la robinetterie. Et puis d'utiliser des biberons en verre pour les enfants. Donc là, les pharmaciens d'officine peuvent être un relais d'achat des biberons en verre. Et je fais le relais de ce qui se passe au niveau des différents CHU. Là, je vous ai mis le CHU d'Angers. Il y a eu un prix justement d'achat où en fait au CHU, mais je sais que c'est pareil au CHU de Nantes et dans les diverses maternités. Aujourd'hui, les biberons, il n'y a plus de nourettes en plastique en chambre, mais il y a bien cette fameuse reconstitution des biberons en verre avec de l'eau du robinet pour justement que les familles puissent prendre des bonnes habitudes avec ces bons gestes pour limiter les expositions au plastique des nourrissons. Alors, je vous laisse Marine et Thomas prendre le relais sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentation. Je vais commencer pour Thomas. Je te laisse, Thomas. Vas-y, commence. Comment J'y vais. Ouais, tu peux commencer. Ouais. Donc nous, on avait échangé avec Camille effectivement et suite à un échange bref sur les biberons en verre et les biberons plastiques, en fait, j'ai regardé mon rayon biberon et je me suis dit oh là là, le plastique, mon Dieu, il y en a partout. Donc suite à un échange avec Camille, on a revu notre merchandising et on a mis nos biberons en verre bien plus en avant qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Donc ça, c'est une petite anecdote suite à la rencontre avec Camille. Et puis, sinon, toujours au niveau de la maison de santé, grâce à la maison de santé de Cantenay qui avait été à l'initiative dans le secteur, on a mis en place pour nos patientes futures mamans et jeunes mamans jusqu'à 6 mois jusqu'aux 6 mois du bébé, des ordonnances vertes, donc à savoir qu'elles bénéficient d'un tarif préférentiel sur des paniers bio sur prescription d'un professionnel de santé, donc qu'il soit le médecin, le kiné, le pharmacien, l'infirmière ou la sage-femme, peu importe. Donc ça, c'est une initiative qui a été mise en place au niveau local. Donc il y a des financements qui sont, je ne sais plus d'où, de l'ARS et d'autres
d'autres acteurs locaux, ça peut être les communes, ça peut être voilà, c'est à nous de nous démener pour avoir les financements. On a un biais avec cette association avec la maison de Cantenay, c'est que nos patientes qui sont plutôt précaires sur le quartier n'ont pas forcément de mobilité et il faut aller chercher les paniers à la map de la Membrole. Donc on est en train de réfléchir pour faire quelque chose de plus facile pour nos patientes citadines. Voilà pour nos initiatives. Nous, autour du sujet alimentation, c'est plutôt via le bilan de prévention. Même si ça se développe pas énormément en officine, j'ai quand même une de mes salariés pharmaciens qui a fait un DU de nutrition et qui évoque dans ses entretiens, quand c'est la thématique retenue par le patient, d'essayer de privilégier le verre versus le plastique, notamment sur les huiles. Et puis un petit conseil en plus par rapport à ce que tu as pu dire, Camille, la cuisson basse température et sans aluminium. Et puis elle essaye aussi de promotionner une alimentation plus variée, avec moins de produits ultra transformés. Voilà ce que je peux avoir à dire autour de l'alimentation. Super, merci beaucoup. C'est vrai que les ordonnances vertes, voilà, sur différents territoires, hein, et il y a en tout cas une promotion de ces usages qui est vraiment bénéfique. Cette période de grossesse, c'est aussi cette période où on peut changer les habitudes parce qu'on y voit un intérêt pour notre futur enfant et donc pour garder ses habitudes sur le long terme. Oui, et j'ai oublié d'ajouter les ordonnances vertes. En fait, les futures mamans bénéficient d'un moindre coût sur ces paniers, mais il y a une compensation, enfin une contrepartie. Il faut qu'elles participent à des ateliers qui sont aussi à l'initiative de la maison de santé ou qui met ça en place, à savoir comment cuisiner à basse température. Enfin, il y a une contrepartie pour pousser un peu l'intérêt d'une meilleure alimentation pour cette période plus sensible. Super. Merci, Et Marie. Et dans la conversation, n'hésitez Ah. pas, il y a un replay, les ordonnances vertes, qui avait été organisé par l'URPS Pharmacie. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour accéder du coup au webinaire. Super. Oui, merci, Bonnie. Je vois que tu remets des sources. Et merci à Gwenaëlle aussi pour les sources qui sont précisées pour aller plus loin. Très bien, donc je vais continuer sur les cosmétiques qui peuvent être également une source des molécules dont on a parlé, notamment les phtalates, les parabènes dont je n'ai pas, que je n'ai pas cité aujourd'hui, mais qui sont présents aussi sur certains cosmétiques. Alors juste, je ne vais pas lire la définition d'un cosmétique, mais c'est juste pour faire le lien, parce que souvent il y a une confusion entre cosmétique et dermocosmétique avec effectivement des molécules qui sont prescrites par des médecins ou des dermatologues. Il n'y a pas de différenciation au niveau réglementaire entre le dermocosmétique et le cosmétique. C'est la même réglementation de 2009. Ça englobe tous les produits qui sont cités ici sur la gauche. Comment aujourd'hui c'est évalué? Il n'y a pas d'AMM pour un cosmétique, c'est juste un dépôt de formulation et la personne enfin l'industrie met sur le marché son produit garantit la sécurité. Comment elle le fait? C'est basé sur l'évaluation des ingrédients. Chaque ingrédient, en fonction de sa proportion dans le produit et la future potentielle consommation, c'est-à-dire une crème de jour, une application par jour, eh bien, on va estimer cette fameuse dose à laquelle on est exposé. Donc, à la fois par rapport au danger qui est caractérisé, l'exposition, évaluer le risque et s'assurer que ce risque-là, il est néant sur le produit fini. Et donc, on va comparer avec une dose qui est sans effet toxique et utiliser une marge de sécurité. Le problème, c'est qu'entre le calcul et la réalité, déjà, on consomme pas un seul cosmétique, mais en moyenne, c'est assez intéressant de voir que on utilise, pour les femmes en tout cas, 16 cosmétiques en moyenne par jour, et qu'une femme enceinte
on utilise davantage, jusqu'à 18 pour les femmes enceintes. Alors, c'est issu d'une étude de 2015. C'est un peu vieux, je pense qu'avec tout ce dont on parlait aujourd'hui, peut-être qu'il y a une diminution, je ne sais pas. En tout cas, il y a une consommation. Et pour les nourrissons, moi j'étais assez impressionnée de se rendre compte que pour les nourrissons, il y a en moyenne 6 cosmétiques qui sont utilisés au quotidien. Et pour les petits garçons, je crois que c'est allé jusqu'à 9 cosmétiques. Donc il y a le savon, le shampoing, etc. Mais également les parfums, etc. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de noter qu'il y a souvent une sous-estimation de la quantité appliquée. Et ça a été fait par des études de consommateurs, où par exemple, lorsqu'on donne un tube à une femme enceinte, à une femme, par exemple, je sais il y avait une étude sur les Ah, personnes qui... Allô? Oui. Des études qui montrent chez les personnes qui souffrent de cancer, qui utilisent des cosmétiques, enfin des dermocosmétiques pour la peau sèche, lorsqu'on récupère, on va leur donner le pot pendant une semaine et on récupère le pot à la fin de la semaine. Et donc, mesure la quantité qui a été utilisée et on se rend compte qu'entre un usage théorique et la réalité, eh bien, il y a une surconsommation. Et donc, ça veut dire qu'on sous-estime le risque. Et puis, il n'y a pas de restriction réglementaire pour les enfants et les femmes enceintes. Là encore, je note le travail fait par le CHU d'Angers où, en dermatologie, ils ont épluché justement tous les cosmétiques qui étaient prescrits et ils ont réduit à une cinquantaine de produits en éliminant tous les produits contenaient de potentiels perturbateurs endocriniens ou de potentiels produits qui allaient avoir des conséquences sur l'environnement, puisque l'idée, c'est de pas de conserver un environnement, enfin, de ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement qui nous le rendra bien évidemment à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'est un travail qui est en cours de publication. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Clairement, hein, le conseil, c'est le moins et le mieux. La question, c'est puis-je m'en passer? En ai-je besoin de penser à une sorte de sobriété en termes de cosmétiques entre le besoin et la fonction essentielle, hein. Voilà, j'ai mis deux images qui parlent d'elles-mêmes. Est-ce nécessaire? Puis-je m'en passer? Est-ce que voilà, se maquiller, parfumer mon bébé? Bien évidemment, voilà, on va parler de comment questionner nos patientes. C'est pas évident parce que les cosmétiques, c'est aussi pour le bien-être personnel et c'est important aussi de se sentir bien. En tout cas, il y aura peut-être des conseils à faire sur certains produits, notamment les produits qui sont pas rincés, les colorations capillaires, les vernis à ongles qui sont un concentré de petits, voilà, de composés organiques volatiles et de molécules qui peuvent être perturbateurs endocriniens et toxiques. Les lingettes pour les couches qui peuvent contenir certains composés et on sait que voilà, une fois utilisé, c'est mis dans la couche, donc c'est conservé une petite température 37 degrés qui influence le passage cutané. Attention aux fragrances dans les cosmétiques. On voit souvent fragrances parce qu'il y a un secret en lié en cosméto. Voilà, on est face à des marques qui proposent des formulations qui sont soumises au, au brevet. Et donc, on peut avoir des phtalates qui sont cachés en lien avec ce mot fragrance. Et donc, s'il n'est pas un certain nombre de pourcentages, ils n'ont pas d'obligation de le préciser. Attention au focus cosmétique. Alors, j'ai oui dire que sur des réseaux sociaux TikTok, il y avait la promotion du non-usage de cosmétiques jusqu'à l'arrêt de la crème solaire. Donc là, on est sur un effet contre-productif, puisqu'on est bien d'accord que ça reste très pertinent de mettre de la crème solaire. Bien évidemment, dans un premier temps, d'éviter l'exposition et de favoriser une non-exposition, ou en tout cas des heures décalées, mettre des vêtements protecteurs. En tout cas, l'idée, c'est d'aller vers des produits qui sont labellisés, les utiliser selon les recommandations et attention à certaines substances comme l'octocrylène qui ont des impacts non négligeables sur l'environnement. Clairement, quand on parle de cosmétiques, moi je sais que je ne suis pas capable de détecter les perturbateurs endocriniens sur des ingrédients. C'est pour ça qu'il y a des applications qui sont très très utiles. Donc là, je vous ai mis enfin, il y en a plusieurs. Il y a l'Incy Beauty qui est la meilleure puisqu'elle est vraiment directement liée avec les ingrédients déclarés par les industriels.
Il y a aussi quel produit qui est assez intéressant, qui est proposé par UFC Que Choisir. Et puis, souvent, les consommateurs connaissent très bien Yuka, qui est moins intéressante que Incy Beauty, notamment pour toutes les personnes qui vont souffrir d'allergies et d'irritation, puisque c'est moins drastique. Attention aux allégations naturelles et sans label. J'ai mis un petit papier craft exprès puisque voilà, je me rends compte que beaucoup de produits aujourd'hui, vous allez dans un rayon cosmétique, tout est vert, tout est en papier craft, comme si tout était naturel. Or, il n'y a aucun label dessus et c'est pas un gage de confiance. Donc attention, il y a des labels de confiance qui sont répertoriés sur, par exemple, des sites internet comme l'ADEME. En voici quelques exemples. Thomas et Marine, je vous laisse prendre la suite sur vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à vos gammes que vous proposez aussi à l'officine? Je veux bien commencer. C'est vrai qu'en officine, on a la main sur ce qu'on vend, sur cette partie-là en tout cas. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'adopter un peu le parcours de la patiente ou consommatrice sur les cosmétiques. Donc, on a utilisé l'appli nous Yuka. Et après, on a scanné donc tous nos produits qui sont mis en avant. Et après, j'ai débriefé avec mon équipe. On n'était pas raccord, mais on, on a voté. Ou moi, j'aurais été sur une forme de bannissement de tout ce qui est étiqueté, entre guillemets, à risque ou suspecté comme à risque dans un objectif de prévention, mais elles n'ont pas valorisé ce point de vue, qu'elles ont jugé un peu excessif, et elles ont préféré qu'on mette en avant tout ce qui était cosmétique avec alors je ne sais pas le terme employé par, je ne retrouve pas, le terme employé par Yuka, oui c'est ça, sans risque. Voilà. Donc on met en avant toutes les cosmétiques dites sans risque, et puis autrement, on a aussi, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas lisible pour le patient, et qui est simplement lisible pour nous quand on va dans le rayon, des petits points verts très discrets qui nous permettent de comparer rapidement, entre guillemets, deux produits, par exemple deux eaux micellaires. S'il y en a une qui est un peu mieux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 100% Yuka, donc on ne l'a pas affiché 100%, mais elle est quand même pas merdeuse, elle est moyenne. Je peux comparer avec une autre qui serait moins bien, voilà. Mais ça, c'est que nous qui pouvons le voir. Voilà, mais effectivement, questionne ce que tu nous dis là, parce que notre métier, il est aussi d'en vendre un peu plus de cosmétiques et le plus, il n'est pas forcément bon, ni pour notre patientèle, ni pour notre environnement. Donc, voilà. Mais à se questionner, où certains officinaux font des choix plus radicaux de supprimer ou de ne plus, quasiment plus vendre de cosmétiques. Et d'un point de vue économique et comptable, ça semble a priori pas complètement déconnant. Quand on a nos cosmétiques qui traînent sur nos étagères pendant minimum 6 mois, tout un tas de périmés, tout un tas de rencontres avec des commerciaux qui ne sont pas forcément passionnants. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui disparaîtra plus ou moins des officines d'ici une dizaine d'années, et pourquoi pas après tout. Donc nous, à notre niveau, on avait commencé à référencer naturellement des gammes qui nous plaisaient plus pour leur côté naturel, comme la rosée ou comme avant. Et puis, suite aux échanges avec Camille, je me suis inscrite sur INSEE et j'ai commencé à scanner un peu toute la pharmacie. Je pensais être sereine avec des gammes dermatologiques connues qu'on vend depuis toujours. Et c'est vrai que c'est assez interpellant de voir que sur nos étagères, bon nombre de ce qu'on a ne sortent même pas à 15. Voilà, donc on est en train de tout passer au crible. Et puis après, je ferai le point avec mon équipe aussi pour savoir comment revoir les choses sans la difficulté, c'est de ne pas faire fuir non plus les patientes, parce que tout notre rôle est aussi d'informer, de passer les messages. Donc si on n'a plus rien sur nos étagères, on peut, enfin, au jour en tout cas, à l'heure où on parle, tout évoluera sans doute, effectivement. Mais voilà, donc sans faire fuir, attirer et surtout passer les bonnes informations pour que les consommatrices consomment de manière éclairée. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
Alors, je me permets de finir. Concrètement, même si vous avez déjà, merci Marine et Thomas, parlé de comment on peut en parler en pratique, etc. Je me permets de passer des messages un peu positifs déjà. Ce qui est intéressant, c'est pas de paniquer complètement, c'est de se dire qu'une exposition en moins, c'est déjà une chance en plus. Sur les phtalates, il y a une vraie opération qui est faite par exemple, la CPAM. Donc, vous allez peut-être voir passer dans vos officines des délégués médicaux qui vont vous parler des phtalates, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une diminution de l'imprégnation aux phtalates, comme c'est un produit qui reste pas dans l'organisme longtemps, eh bien, a clairement des effets positifs, notamment, par exemple, sur les personnes qui auraient des difficultés à avoir des enfants. On sait que il y a des organismes comme ici à Bordeaux, mais il y en a aussi à Amiens. Là, le centre Artemis va proposer, par exemple, une enquête au niveau de l'environnement des personnes, des couples ayant des difficultés. Et pour diminuer cette fameuse imprégnation aux polluants de manière générale, hein, on sait que c'est bénéfique puisqu'il peut y avoir des réussites à l'avenir. On sait aussi que diminuer l'imprégnation phtalate augmente le temps de grossesse. En tout cas, ça permet d'empêcher les, la prématurité de certains enfants. Donc, en fait, c'est vraiment positif. Alors, comment en parler au comptoir? Il y a les entretiens femmes enceintes qui peuvent être un levier aussi pour en parler, lors des bilans de prévention, comme l'a cité Thomas au niveau de l'alimentation. Faire attention, hiérarchiser également les risques, notamment les expositions professionnelles, lorsque vous êtes par exemple face à je pense à des personnes qui travaillent en cosmétique, voilà, en esthétisme, en coiffure, ou des agricultrices, où là il y a vraiment un travail à faire sur les expositions professionnelles. Alors c'est pas forcément notre rôle, hein, il y a les médecins du travail qui sont là pour ça, mais en tout cas ça peut être un moment donné de hiérarchiser les risques. Hiérarchisé également par rapport aux consommations de tabac et d'alcool. Alors, c'est pour ça que dans ce document qui est proposé par l'assurance maladie sur justement l'opération de zéro phtalate, c'est de ne pas désolidariser ces messages, des recommandations qui sont importantes en termes de conseils sur la vaccination, sur les addictions. Questionner hein, sans inquiéter. C'est vrai que c'est tout un art, mais en tout cas voilà, de permettre de questionner, d'encourager, de montrer que c'est possible, de valoriser ce qui est déjà fait, de montrer que c'est pas forcément plus coûteux. L'aération, tout ce qui est l'aération, c'est gratuit. Tout ce qui est seconde main, eh bien, on s'affranchit, par exemple, d'imprégnation de certains vêtements. Tout ce qui est fait maison. Voilà, il y a des études hein, sur le bio, c'est vrai qu'on peut dire que c'est moins accessible, d'où le fait qu'il y ait des ordonnances vertes. Mais il y a des études qui montrent aussi que pendant un an, lorsqu'on s'intéresse au zéro déchet et à l'alimentation bio, eh bien, on est moins attiré par les produits ultra transformés, les boissons sucrées, etc. Et donc, on peut éventuellement faire des économies. Informer, exemplarité, bien évidemment, par rapport à ce qu'on peut proposer en officine. Et puis, je trouvais assez intéressant, plutôt que de... Voilà, c'est certes, il y a des conseils à donner aux patientes et aux patients, mais c'est d'avoir un engagement collectif. Par exemple, on sait aussi que pour la loi du plomb, dont vous avez sûrement entendu parler cet été, le Nutri-Score, il y a des lois qui peuvent passer et il y a une mobilisation des professionnels de santé. Et moi, ça, je trouve ça vraiment formidable, puisqu'on n'est plus à l'échelle individuelle, mais c'est des collectifs qui se lèvent. Et on a par exemple toutes les sociétés savantes médicales hein, qui ont signé, qui ont écrit une lettre ouverte et qui ont signé contre la loi du plomb. Et donc ça, je trouve que ça montre aussi notre pouvoir d'agir en tant que professionnel de santé. Là, actuellement, il y en a un sur l'obligation de l'affichage du Nutri-Score. On peut organiser de manière collective des soirées en MSP, hein, comme nous l'a dit Marine. L'autre jour, au webinaire, il y a un collègue qui nous a montré qu'il avait fait intervenir RPI de la Loire en soirée MSP avec donc les professionnels, mais les patients autour de la qualité de l'air. Donc, c'est hyper intéressant. On peut proposer, voilà, je suggère par exemple des mois de campagne de mai à vélo, des campagnes d'information. Pourquoi pas? Soyons créatifs. Il y a il y a toujours plein de choses positives à faire et à chaque fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout est positif en termes de santé, de co-bénéfices, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Donc voilà, justement, questionnons-nous sur nos modes de vie, puisque préserver l'environnement, c'est préserver notre environnement, hein. Par exemple, les ressources en eau, c'est limiter l'imprégnation pour limiter les risques. Et donc,
plus on limite notre imprégnation par nos gestes du quotidien, moins on imprègne, moins on contamine notre environnement qui nous le rendra bien à un moment donné. Donc, c'est plutôt des éléments positifs. Voilà, je ne sais pas si Marine, Thomas, vous avez d'autres éléments à dire par rapport à ce que je viens de préciser. Si vous avez dans l'Assemblée également peut-être des éléments que vous voulez partager, des éléments que vous faites, qui vous semblent être chouettes à partager, n'hésitez pas. Moi, je peux partager que le 9 avril, ça concerne Angers. Ah oui, La journée des maîtres de stage, c'est sur la santé environnementale. Parce que je pense qu'on a quand même tous en officine un manque de connaissances sur ces thématiques-là. Si on veut essayer de transmettre quelque chose à nos patients, déjà qu'on soit bien informé, donc ça c'est chouette. Et autrement, j'ai vu qu'il y a quand même quelques organismes de formation professionnelle qui proposent, notamment le CHEM, là, 22 janvier. J'ai inscrit une de mes salariés, 1000 premiers jours. J'ai vu que la CERF Bretagne-Atlantique aussi avait un module à proposer. Mm. Voilà. Oui, la journée du 9 avril, ça sera une matinée où il y aura l'apport de connaissances et l'après-midi des ateliers justement pour autour de la qualité de l'air, des perturbateurs endocriniens et également de savoir comment et quand en parler. Vraiment des ateliers pratiques. L'idée, c'est que vous repartiez chacun avec une boîte à outils et d'être dans le concret pour pouvoir agir et pas se dire, oh là là, c'est un chantier trop énorme et trop gros. Dites-vous que voilà, chaque petite chose, c'est déjà bien et c'est déjà un premier pas. Et puis peut-être partager comme une bonne nouvelle que si les payeurs comme la Sécu, comme les mutuelles s'intéressent à ce sujet, bah, c'est qu'ils ont bien vu que, in fine, si on fait plus de prévention, on aura moins de dépenses de santé. Après, on peut espérer, nous, pour nous, officinaux, que cette partie prévention soit un peu plus rémunératrice et nous pousse à y aller plus que de faire de la vente. Voilà, c'est un petit message. Très bien. Partagé. Oui, j'imagine. Voilà, alors je vois qu'il y a des questions dans le chat. Oui. Et avant de poser les questions, il y a aussi un autre webinaire de notre côté Oui, le 3 février sur les huiles essentielles avec David Bols qui fait partie du CHU de Nantes et qui est aussi pharmacien. Voilà, ce sera le 3 février en mode webinaire de 12h30 à 13h30. Voilà, c'est en partenariat aussi avec l'ARS Pays de la Loire. oui, merci Brigitte, je ne l'ai pas précisé. Et Non, effectivement, il n'y a pas de c'est souci. important. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Oui, Alors, pour l'instant, on n'a que 2 questions. Donc, est-ce que la tétine pour les bébés, en fait, les tétines pour les bébés, qu'est-ce que vous en pensez en termes de composition? alors, ça reste du plastique. Après, voilà, on espère que ça soit le plus safe possible. Privilégier celles avec des embouts en caoutchouc naturel. On sait qu'ils sont un peu orangés en termes de... Voilà. Après, j'ai envie de dire que les tétines, c'est pas formidable tout court, même pour d'un point de vue dentition. Et les orthophonistes se lèvent, sont souvent debout sur cet usage. Mhm. Après, voilà, ça, c'est mon avis, attends, qui est étayé aussi par des avis scientifiques. Après, j'ai un enfant de 3 ans qui a sa tétine quotidiennement dans sa bouche. Je vous rassure, il y a il y a des conseils et après, il y a la vraie vie. Non, Et mais là on est encore, pareil. il ne s'agit pas voilà, de paniquer sur tout, c'est de se dire bah, voilà, sur quel levier moi je peux agir. Bah, si elle a la tétine, il y a la tétine, mais peut-être que bah, sur les cosmétiques, je peux faire attention à ce que mon enfant a, ce que je peux vendre en officine ou conseiller sur, par exemple, voilà, les parfums pour son enfant que je peux voir parfois. Voilà, se dire, OK, il y a les tétines, mais j'enlève ça. Enfin, voilà, en tout cas, se questionner et se dire petit pas par petit pas. Et d'ailleurs, Thomas et Marine, est-ce que vous faites attention au choix des tétines dans vos pharmacies ou pas plus que ça? Pas plus que ça. J'ai choisi une marque et c'est MAM, et je pense que c'est pas particulièrement. Non, c'est vrai que j'ai pas creusé le sujet. Encore. Deuxième... Deuxième question. Est-ce qu'une imprégnation chez un enfant peut être réversible en modifiant son mode de vie? Alors, clairement, les études montrent qu'il y a des choses positives, notamment par rapport aux phtalates, où on voit bien que changer le mode de vie, ça diminue l'imprégnation.
On sait que les gestes comme l'aération chez les personnes, chez des études qui montrent que dans les familles où il y a une aération quotidienne matin et soir, les personnes sont moins imprégnées. Après, donc, il y a des molécules qui vont, ça dépend de la cinétique de la molécule. Les phtalates, c'est une imprégnation qui diminue au fur et à mesure. Si on n'est pas exposé, voilà, on les élimine via les urines et on n'en parle plus. D'autres contaminants comme le cadmium, malheureusement, s'accumulent tout au long de notre vie. Donc là, on ne pourra pas diminuer ce qui a déjà été imprégné, mais par contre, on peut limiter le fait de continuer d'être imprégné. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais j'imagine c'est qu'on bon. voit un peu l'idée. Après, voilà, faut vraiment se dire qu'il y a aussi des choses positives parce que dans la qualité de l'air, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de tout ça, donc on a l'impression qu'on est de plus en plus contaminé, mais malgré tout, c'est parce qu'on fait aussi beaucoup plus de dosage et beaucoup plus d'études. Et il y a quand même des choses positives dans le sens où voilà, il y a des pesticides qui sont interdits, qui étaient davantage toxiques. La qualité de l'air s'améliore. Donc voilà, il y a des éléments qui sont assez positifs en termes d'extérieur. Et puis, relativiser. Voilà, l'anxiété, c'est pas non plus très bon pour la santé. Donc voilà, de faire le mieux possible. Et puis de se dire qu'une exposition en moins, c'est une chance en plus. Et du coup, les biberons en plastique, quand les changer? Alors, c'est-à-dire que si je comprends pas bien la question, si on a un biberon en plastique, est-ce qu'il faut le changer régulièrement? Ouais, régulièrement, j'imagine que c'est ça la question. Moi, le mieux, c'est de passer au vert. Comme ça, on n'a pas besoin de les changer. C'est vrai que moi, honnêtement, je n'ai pas de réponse à apporter. Je n'en sais rien. C'est vrai que le plastique a tendance à s'abîmer un peu au nettoyage. On voit bien les vieux biberons qui peuvent être un peu abîmés. Ouais, j'ai pas de réponse à apporter par rapport à ça. D'accord, merci. Du coup, concernant le lien du webinaire des huiles essentielles en février, bah, on va vous le partager par mail. On va vous envoyer aussi le lien via l'URPS Pharmacie. Donc, vous recevrez ça dans la semaine, il n'y a pas de souci. Et sinon, il y a une personne qui nous partage en ligne, donc dans le chat, une formation sur la santé environnementale. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dans la conversation pour accéder au Oui, MOOC. oui, il est très complet. Il est Ouais. proposé par l'Université de Bordeaux et de Poitiers. Il est très complet si on veut vraiment se former voilà, de manière Ouais, bah, c'est totale. vrai C'est vrai il est assez clair et très bien, mm, ouais. Ouais, ouais. en Donc, une heure, là, c'est trop difficile. J'ai essayé de vous mettre plein de messages. J'espère que je ne vous ai pas noyé de messages parce que c'était assez dense. Voilà, on prendra plus le temps le 9 avril pour les personnes qui ont la chance de participer. Et non, puis, non, mais c'était très bien, très clair. En tout cas, merci beaucoup, Camille. En tout cas, vous aurez l'occasion de revoir le replay du coup de cette intervention. Pareil, on va tout vous envoyer par mail, vous inquiétez pas. Sinon, vous allez sur le site de l'URPS Pharmacie Pays de la Loire ou le site de la Mutualité française Pays de la Loire. j'espère qu'il y aura possibilité aussi d'accéder aux documents PDF, parce que je vous ai mis pas mal de Oui, oui. liens et donc vous avez les ressources. Je vous ai mis ça aussi, il y a le réseau Environnement Santé qui a proposé un guide qui permet de détoxifier sa maison. En tout cas, il est intéressant parce qu'on peut vraiment passer au crible tout son environnement. Si vraiment vous avez des patientes qui sont passionnées par le sujet et qui veulent vraiment avancer, ça peut être un lien à donner. Mais le site des 1000 premiers jours est vraiment aussi une très bonne ressource. Merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, vous allez recevoir aussi, en plus du replay, en plus du diaporama, un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est très précieux pour nous et pour les intervenants, pour avoir vos retours et nous améliorer pour les fois d'après. Et puis aussi, vous allez avoir à l'issue de ce webinaire des fiches thématiques, donc 4 fiches thématiques. La première sera diffusée au mois d'avril. Donc, on aimerait bien avoir vos retours pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces fiches thématiques? Là, c'est plus à destination des pharmaciens. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ces questionnaires de satisfaction et à nous dire un peu votre ressenti et ce que vous aimeriez avoir dans ces fiches. Merci beaucoup. Merci à tous et tous pour votre Merci. écoute.